Voilà, nous sommes donc de retour dans les locaux de l'hémicycle. L'actualité ici, ce 12 avril, c'est bien le discours du Premier ministre de la situation de la nation. Voilà, donc après une interruption d'environ 1 heure, les choses vont reprendre avec donc l'intervention et les questions des différents groupes parlementaires. Je vous laisse donc écouter le président de l'Assemblée nationale. Et on a un compteur ici. Bon, j'ai donné la parole. Déclenchez le compteur. Non. Donc, PGRN, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président. Merci au Premier ministre pour son discours sur la situation de la nation. Je voudrais, au nom donc, du groupe PGRN, dire que ce discours qui est hautement politique, parce que on attendait un discours sur la situation de la nation, mais pas un discours hautement politique, qui est écouté de par tout le monde. Parce que ce discours, comme vous le voyez ici, c'est vrai, on a ri, mais on vient faire l'état des lieux de ce que je fais et les perspectives. Ce n'est pas par rapport au précédent gouvernement. C'est aujourd'hui. Nous voulons la situation. Quelle est la situation que vit notre pays et quelles sont les perspectives pour que le peuple puisse apprécier. Mais nous avons constaté que de par le passé, c'est toujours la même chose. Je voudrais également relever que le discours est très élogieux, même qu'il fait beaucoup de satisfaction pour les indicateurs macroéconomiques. L'année dernière, nous sommes revenus un peu là-dessus. Je reviens encore que le taux de croissance de 6,7% que nous attendons pour 2018, c'est bien, nous le souhaitons. Mais en fait, quand notre Premier ministre rentre dans la lecture de son exposé, il voit qu'en fait, il y a une nette contradiction. Quand vous avez 22 provinces qui sont en stress alimentaire, l'ensemble des chefs-lieux de province n'ont pas d'eau pour boire. Il y a des villages autour de Ouagadougou, vous avez dit, il n'y a pas d'eau pour boire. C'est souffrant. Dans les hôpitaux, c'est difficile. Et qu'on dise qu'effectivement, que ce taux de croissance, on se satisfait, c'est très beau. Moi, je crois que, et le taux de croissance est porté que par 2 secteurs, c'est-à-dire le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Mais le secteur où la masse de la population se trouve là, ne porte rien absolument, c'est 3,4%. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et il faut faire sortir les problèmes pour que, effectivement, ensemble, vous proposez des solutions idoines à pouvoir donc les résoudre. Alors, je pense également que l'analyse de la performance du gouvernement, en ce qui concerne donc le recouvrement des recettes, en tout pour moi, ça me satisfait beaucoup. Parce qu'on donne toujours cette performance par rapport à l'année N-1. C'est vrai, nous sommes à l'année N-1. Il faut faire le rapport entre les prévisions de l'année N-1 et au résultat de l'année N-1. Mais pas par rapport à l'année N-2. Parce que ça pose des problèmes. Parce que quand vous dites, on sait que Madame le ministre est passée ici, il sait qu'elle nous a dit que c'est très difficile. Les recettes, on ne peut pas, les prévisions qui étaient prévues, on ne peut pas les atteindre en tant que telles. On ne les a pas atteintes. Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'il y a un problème. Alors en nous donnant de cette manière-là, nous croyons qu'en fait, on a des recettes quand même, on a eu une performance assez importante, alors qu'il y a des problèmes, des crises qui se posent, des crises de recouvrement fiscal qui se posent, il y a tout un ensemble de choses qui se posent. Dernier commentaire en ce qui concerne donc la question de la pression les dépenses courantes, notamment du personnel, sur donc les recettes budgétaires. Je crois que si vous avez vous-même dit, vous avez dit 2012, c'était 332 milliards. Nous sommes en 2016, ça fait 600 et quelques. Et nous sommes en train de monter. Où le problème se pose? Qui a créé le problème? Et quelles sont les solutions à ces problèmes? Parce qu'en fait, les cadres qu'on a mis en place là, c'est très beau. C'est-à-dire combien de syndicats autonomes, plutôt de statuts autonomes qui ont été créés depuis 2016 ou 2015.
Ça sont des questions quand même qu'on va se poser. Et effectivement, quand on voit tout ça, ça fait très beau. Et je pense que quand même que le ministre aura la chose de reconnaître qu'en fait, il y a un problème. Le problème, là, ce n'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à nous-mêmes. Comment résoudre ces problèmes? Quelles sont les solutions qu'on propose? Ce n'est pas les cartes qui vont inventer les problèmes. Parce qu'on a créé un problème, il faut le résoudre en tant que tel. Un des aspects sur lesquels je reviens et que je finis, c'est surtout en ce qui concerne la décentralisation. Le ministre a dit en matière de décentralisation, l'engagement du PF est d'en faire un pilier essentiel de la réalisation de la démocratie et du développement à la base. Soit, vraiment, c'est une vision très importante que je salue. Malheureusement, le constat est que cette intention du gouvernement se met difficilement en œuvre. Et je cite quelques raisons. D'abord, c'est que la quasi-totalité des communes manque de ressources financières pour financer les plans de développement locaux, les projets structurants. Et ensuite aussi, effectivement, pour animer les cas de concertation de gestion de concertation citoyenne pour la gestion des affaires locales. Le deuxième aspect, c'est que le transfert des ressources. Le transfert des ressources continue également de se faire très timidement, voire même que certains départements ministériels empiètent sur les compétences transférées. Eux, ils réalisent en lieu et place des communes. Ça se fait, on l'a vu, nous avons parcouru le terrain dans les commissions parlementaires, on le dit. Et cela, il faut le dire que, normalement, en 2017, les ressources transférées étaient à 4,6% des recettes de l'État. En 2018, il est prévu 8%, alors que dans le PNDS, c'est prévu 15%. Est-ce qu'on pourra arriver à ça, à 15%, avec cette marche en recul, cette marche très, très, très timide? C'est une des questions que je pose au ministre. Et pour cela, moi, j'ai une suggestion. La suggestion, c'est qu'il faut laisser le modèle actuel, de grignoter sur les budgets des départements ministériels pour mettre en place une loi de programmation quinquennale en ce qui concerne le financement des collectivités territoriales. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de faire en sorte qu'on ait un indice de performance, d'analyse de l'indice de développement au niveau des communes pour voir quel est l'impact de ces transferts-là au niveau des communes. Voilà les suggestions que je suis en train de faire. Dernière question. En 2015, en fait 2014, c'était prévu le découpage au niveau de l'ensemble du pays. Alors, on veut savoir en fait où en est-on avec ce projet de découpage au niveau communal, au niveau des villages. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Il vous reste 2 minutes 45. 2 minutes. Bon, donc je vais essayer d'aller un peu rapidement. Ça adresse à j'allais parler de la loi numéro 15 du 27 avril 2017 portant orientation de la promotion des petites et moyennes entreprises, les PME. Donc, surtout avec l'actuelle campagne de diffusion de ces textes, les parties concernées en janvier dernier, dans les régions, excusez-moi, je crois que, a écouté votre gouvernement pour un véritable printemps de PME dans notre pays. Or, je crains bien fort que cela ne soit encore une fois un mirage pour la simple raison que la volonté politique et l'engagement me semblent insuffisants en l'absence des stratégies nationales qui nous donnent les objectifs à atteindre, comme avec quelles ressources nous pourrons atteindre les objectifs, comment nous devions quand même mobiliser des ressources, etc., et d'avoir une masse critique de PME dynamique et compétitive à même accéder au développement socio-économique au Burkina Faso. Donc, Monsieur le ministre, ça m'amène à vous demander le nombre de PME viables que vous comptez laisser au Burkina Faso en 2020, avec la mise en œuvre de la charte et l'application de la loi. Cela nous coûterait combien de francs actuellement? Et l'absence d'inscription budgétaire et d'un compte d'affectation spécial du Trésor dédié, où comptez-vous avoir les moyens pour la promotion de nos PME? Donc, vous dire que, bon, c'est vrai que les PME sont là, bon, mais vraiment, il nous faut quand même un accompagnement en ce sens. On n'a pas de budget, on n'a pas en tout cas une ligne crédit pour ça. Comment accompagner nos petites et moyennes entreprises au Burkina Faso? Merci. Il vous reste 1 minute. Excellence, Monsieur le Premier ministre,
je ne suis pas emmerdeur, mais ce sont les choses qui me préoccupent. Le goudron, Waïgia, Tougan. Maintenant, quand est-ce que vous allez le faire? Surtout, Waïgia, Titao, jusqu'à Djibola. Puisque vous-même, vous avez parlé, je vous ai écouté par Radio Internationale quand vous étiez à Qatar. Vous avez dit que le financement était bouclé. Eh bien, bouclé là, c'est où? C'est bouclé à Burkina ou bien à Qatar? Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'UNICEF dénomme le 13 février 2018 98 écoles. Il est l'heure. Le premier intervenant a beaucoup parlé. Si je vous laisse parler, je serai obligé de laisser parler les autres. Je suis vraiment désolé. Comprenez-moi, sinon, vous êtes la tante du président. Donc, à présent, merci au groupe parlementaire PJRN. À présent, je passe la parole au groupe parlementaire UPC-RD. Vous avez 10 minutes. Merci, Président. Avant de passer plus tard le micro à mes camarades pour présenter quelques préoccupations, je tiens à vous livrer ces quelques mots. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu ceci le 5 février 2016. J'ouvre les guillemets. Au moment où j'accède à cette charge, je mesure la gravité de cet engagement, car rarement dans l'histoire de notre peuple, un gouvernement n'a été mandataire de tant d'espérance et d'attente. Cette mesure que vous aviez prise l'a été a priori. 2 ans plus tard, il faut en convenir, cette mesure est encore très actuelle. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est la 4e fois que vous vous présentez devant notre Assemblée et je puis vous dire que j'ai noté avec satisfaction la progression que vous avez enregistrée. Monsieur le Premier ministre, les attentes et les espérances de la nation burkinabé ne se mesureront pas ou plus seulement à l'aune de la performance macroéconomique. Nous sommes à la 3e année du mandat. Je l'ai déjà dit, il s'agit d'une année médiane et en principe, les paramètres pertinents dont la non prise en compte a construit l'histoire récente de notre pays auraient dû aujourd'hui être parfaitement maîtrisés, capitalisés pour être efficacement combinés afin de produire des mesures et des politiques publiques conformes aux aspirations des Burkinabés. Le discours que vous avez prononcé tente à nous convaincre que l'alchimie a pris. Nous avons choisi de vous croire parce qu'aujourd'hui, il est important pour nous que vous réussissiez. Cependant, il est évident qu'il faudra améliorer le dosage des variables qui traduisent nos réalités sociales que vous aviez localisées il y a 2 ans dans la vie chère des populations, le chômage des jeunes, les difficultés d'accès à des soins médicaux, à une éducation de qualité, le déficit d'eau potable, l'assainissement, l'électricité, j'en passe. Vous aviez même ajouté les crimes de sang et les crimes économiques. C'était juste. Oui, nous savons que des choses sont faites sur l'étendue du pays. Elles peuvent être optimisées à la limite, mais elles sont malheureusement reléguées en second plan par l'insécurité à laquelle, Dieu merci, les réponses sont de plus en plus pertinentes et rapides, quoique perfectibles. La récurrence des grèves suite aux revendications des travailleurs de tous les secteurs, paralysant par cycle alternatif l'administration publique, la lenteur de la reprise ou de la relance sérieuse de l'économie, la situation des jeunes et des femmes, les uns pour sortir du chômage, les autres en quête d'une autonomisation promise et qui enfin se concrétise. C'est d'ailleurs ces femmes et ces jeunes qui portent le visage de la pauvreté au Burkina, et celle-ci est de plus en plus monétaire. Et vous devez absolument en tenir compte pour les soulager. C'est aussi là quelques véritables symptômes de la situation de notre nation que vous devez vous atteler à traiter durant le restant du mandat. C'était 5 ans. C'est à la fois suffisant et peu pour les traiter, mais c'est le temps qui a été accordé, bien sûr, dans un premier temps au président, aux côtés de qui vous vous êtes résolument et solidairement engagé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, mettez ce que vous avez déjà fait et fait dans la lumière, hiérarchisez les priorités sociales, détachez-vous un peu de l'incidence des performances macroéconomiques. C'est d'ailleurs pour cela que je me garde d'analyser les taux de croissance de la richesse nationale. Oui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, relevez la tête. Restez aussi optimiste que l'année dernière.
Paul, redresser les épaules, arrêter le délitement de l'État, donner un visage franc et ferme à l'État pour parler de son autorité. Il en est temps. Monsieur le Premier ministre, osez, innover, mobiliser et mutualiser les énergies des fils et des filles de ce pays en toute objectivité, en toute humilité, pour amorcer le renouveau démocratique du Burkina Faso. Je vous encourage en mon nom propre et en celui de mon groupe. Dieu bénisse le Burkina Faso. Vous êtes à la moitié de votre temps. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le paludisme est la première cause de consultation médicale et la première cause de mortalité au Burkina Faso. Le vecteur de cette maladie est le moustique. Pourquoi n'envisage-t-on pas une lutte antivectorielle à l'image de ce qui a été fait dans le cadre de l'éradication de la mouche CXC, vecteur de la maladie du sommeil chez les hommes et la trypanosomniase chez l'animal? Surtout quand on sait que le Burkina Faso abrite un laboratoire régional de haute technologie en la matière. Vous avez parlé aussi de la construction d'une centrale hydroélectrique en aval de Bagré. Comment cela va-t-il se faire techniquement? Est-ce qu'il y aurait un autre barrage en aval? Monsieur, je vais traduire par ma question la souffrance des populations de Dédougou face à la corvée périurbaine de Dédougou. Que comptez-vous faire pour soulager leur grande peine hydrique? Ma deuxième question, le 13 février dernier, à l'émission Controverse, le ministre des Infrastructures déclarait sur les antennes de la RTB Télé que le bitume est en train d'être posé sur l'axe Dédougou-Tougan. Je voudrais dire que c'est toujours la poussière et la population de ces deux provinces attendent toujours le bitume parce que les travaux sont vraiment en retard et les désagréments sont nombreux. À quand la fin des travaux? Je vous remercie. Merci. Merci, Excellence. Dans l'objectif stratégique 3 de l'axe stratégique 2 du PNDS, intitulé « Promotion d'emplois décents et de protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les femmes », 16 000 ASBC, autrement dit agents de santé à base communautaire, ont été recrutés. Ce qui est une bonne initiative en ce sens qu'elle renforce et consolide notre système de santé. Cependant, ces jeunes recrues connaissent des arriérés de salaire jusqu'à 12 mois pour certains, semble-t-il. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelle est la rétribution mensuelle d'un ASBC et pourquoi ces arriérés de salaire? Ma deuxième préoccupation, c'est surtout le niveau très élevé de la résistance des vecteurs du palu aux insecticides habituels. Pour la petite histoire, sachez qu'en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso tient la palme d'or après la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et la base de cette résistance est surtout liée à l'utilisation des insecticides dans la culture du riz et du coton. 2019, c'est la campagne de distribution universelle des moustiquaires, à longue durée d'action. Si on ne prend pas en compte le niveau de résistance et le type de résistance, nous pensons que nous allons droit vers un échec de cette campagne. Je vous remercie. Merci bien, Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale a réalisé au cours des 2 dernières années 5 commissions d'enquête parlementaires. Votre point sur la mise en œuvre des recommandations ne concerne que 4 commissions. Qu'en est-il de la 5e commission d'enquête parlementaire sur les maîtres d'ouvrage délégués? Deuxièmement, en 2014, il a été confié à un maître d'ouvrage délégué la réalisation du barrage de Yondé dans le Koulpelgo et la réhabilitation des barrages de Kuala et d'Abesma dans la Nyanya. Les travaux du barrage de Yondé sont arrêtés depuis 2015 et ceux du barrage de Kuala et de d'Abesma n'ont jamais démarré. Cependant, le barrage de Koubri, endommagé en 2017, est déjà réhabilité. Pourquoi ces retards pour les autres barrages? Merci. Merci. 1 minute 30 secondes. OK. Nous apprécions à leur juste valeur les efforts du gouvernement dans la réalisation des infrastructures routières. Dans cet élan, à quand le bitumage des axes routiers Fada-Bogandé-Taparko, Fada-Gaïri, Banfoura-Mangodara, la RN 11? Deuxième question,
quelle est la politique du gouvernement en matière de développement du transport commun dans nos villes, au-delà de l'acquisition des moyens roulants? Pourquoi ne pas prévoir systématiquement une voie pour le bus sur toutes les artères des grandes villes? Excellent, Monsieur le Premier ministre. Les nouveaux bacheliers de la session 2016 sont en chômage universitaire pour beaucoup d'entre eux. En effet, certaines filières, et ce sont les plus nombreuses, n'ont pas encore accueilli leurs pensionnaires pour la rentrée 2017-2018. Qu'est-ce qui explique ou justifie cette situation alors que le ministre en charge de ce secteur, à cette même tribune, avait rassuré la représentation nationale des dispositions prises pour cette fois une rentrée académique normale? Excellent, Monsieur le Premier ministre. La loi 03-2017 du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique territoriale a eu une incidence financière sur le budget des communes. Tous les efforts de mobilisation sont noyés par cette loi, alors que assurance avait été donnée par le ministre de l'Administration du territoire que l'État prendrait en charge cette incidence. Depuis là, silence radio. À quand le bout du tunnel pour oxygéner les communes? Je vous remercie. 10 secondes. Merci. OK. Donc, merci au groupe parlementaire UPC-RD. À présent, je passe la parole au groupe parlementaire Burkinlem. Merci, Président. Vous avez 10 minutes également. 15 ou 10? Hein? Non, 10. Non, 10 minutes. Et si vous parlez beaucoup, il y a trop de peuls dans votre groupe. Je retire 2 minutes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, après vous avoir écouté avec toute l'attention qui sied au regard de la solennité de l'événement et de l'effort qu'exige un tel exercice, aussi bien pour vous que pour ceux qui l'écoutent, je voudrais, au nom du groupe parlementaire Burkinlem, vous dire ceci. Félicitations. Félicitations pour la clarté du discours. Félicitations pour les informations également claires et précises que vous venez de nous livrer. Félicitations aussi pour votre bilan à mi-parcours du mandat du président du FASO, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Un bilan également concret et clair. Le constat qui se dégage aujourd'hui et qui saute à l'œil de tout Burkinabé sincère et objectif, c'est que notre pays est aujourd'hui en chantier sur tous les plans. Cela est bien visible aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes, et votre volonté de faire avancer davantage la situation économique de notre pays est perceptible tous les jours sur le terrain. Excellence, Monsieur le Premier ministre, malgré le contexte particulièrement difficile de notre pays, nous convenons avec vous que la machine pour l'émergence du Burkina Faso est bien lancée. N'ayons pas peur des mots, nous disons le pays se repositionne, le pays avance. Et c'est l'occasion pour nous de vous encourager à redoubler d'efforts et à poursuivre la mise en œuvre de votre programme dans la sérénité pour le grand bonheur des populations. Excellence, pour ma part, je voudrais, en tant qu'élu, venant d'une province lointaine, entre-temps appelée la Nyanya profonde et métallique, je voudrais ici saluer le démarrage effectif d'un pont appelé entre-temps le pont de la mort. C'est le pont de la Sirba. J'y étais il y a quelques jours et j'ai vu le démarrage effectif des travaux. Nous vous en félicitons encore. Pour le reste de nos préoccupations, 5 députés vont les porter à votre connaissance. Donc, merci et bonne suite. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en dépit des efforts fournis pour soutenir le secteur de l'agriculture, notamment à travers les différents programmes de renforcement des capacités des producteurs et les investissements en matière de désenclavement des zones de production et des aménagements hydrauliques, nous voyons que les cultivateurs peinent à joindre les deux bouts, parce qu'ils sont obligés de compétir avec des produits qui viennent d'ailleurs et qui bénéficient de subventions dans leur pays d'origine, les rendant très souvent moins chers que ceux de nos parents. Si les plus grands libéraux disent aujourd'hui « America First », et impose de nouvelles taxes pour limiter les entrées de produits étrangers sur leur sol, qu'attend un gouvernement social-démocrate pour protéger les 80% des Burkinabés qui dépendent de son sol?
J'ai conscience des réglementations communautaires auxquelles notre pays est lié, mais sachant que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Ma deuxième intervention, c'est concernant la sécurité dans la région du Sahel. La situation demeure inquiétante malgré les efforts du gouvernement et de nos forces de défense et de sécurité. Nous saluons leur bravoure et le président de l'Assemblée nationale, hier, lors de son pèlerinage à Dori, a eu l'occasion de rappeler le soutien de la représentation nationale à ses forces de défense. Le maire de la commune de Koutougou a été froidement abattu devant sa maison alors qu'il rentrait de la mosquée. Que Dieu ait pitié de son âme. D'autres élus ont été assassinés ou enlevés. De nombreuses populations ont quitté leur domicile dans les zones frontalières pour chercher refuge. Des établissements scolaires sont fermés. Face à cette détérioration du climat, n'y a-t-il pas lieu de prendre des mesures additionnelles, telles la limitation de la circulation des engins à 2 roues, les restrictions de mouvement des populations, ou aussi une présence plus accrue des forces de défense et de sécurité aux côtés des populations pour les rassurer et éviter un exode massif? Aussi, certaines informations font cas d'exactions commises par des éléments de nos forces de défense et de sécurité. Le bimensuel Mutation, dans sa dernière parution, apporte des témoignages troublants. Y a-t-il des enquêtes en cours pour élucider ces allégations? Le ministère en charge de la justice s'est-il saisi de cette affaire? Je vous remercie. 5 minutes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement mène des actions courageuses et efficaces dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. En témoigne le déploiement des forces de défense et de sécurité dans cette partie du Burkina Faso. Cependant, certaines localités de la région sont inaccessibles faute de routes praticables, ce qui réduit considérablement la marge de manœuvre de ces vaillants soldats déployés sur le terrain. En effet, à titre illustratif, nous pouvons citer la route qui relie la commune de Ban à la ville de Waiguia, chef-lieu de la région du Nord. Excellent, Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale voudrait savoir si la route Waiguia-Ban est envisagée dans votre planning d'aménagement des pistes rurales. Et par ailleurs, excellent Monsieur le Premier ministre, mon papa nous faut aborder la question du financement de la route Waiguia-Titaou-Djibo, qui semble bouclée depuis un certain temps au dire du gouvernement. Moi, ma question est de savoir à quand le lancement officiel des travaux de bitumage de cette route. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, suite à la mauvaise pluviométrie de l'année 2017, et dans le cadre de la réduction de la transhumance, le gouvernement a subventionné des aliments pour bétail afin de venir en aide au monde paysan. Les producteurs se sont réjouis du fait que, pour une des rares fois, sinon la première fois, des aliments bétail ont été déposés jusqu'au niveau provincial. Mais ils ont été désenchantés car, plus de 4 mois après, le dépôt des produits alimentaires pour bétail, de novembre à nos jours, ces aliments sont restés exposés au soleil, la pluie et autres intempéries dans plusieurs sites sur l'ensemble du territoire national sans que les bénéficiaires ne puissent en disposer. Nous voulons savoir ce qui se passe pour que, malgré l'urgence pour les producteurs de disposer de ces aliments à cette période de soudure très particulière cette année pour les animaux, ces denrées restent toujours inaccessibles. N'est-il pas judicieux d'accélérer la procédure de mise à disposition de ces aliments avant qu'il ne soit trop tard, si ça ne l'est pas déjà? Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui bloque, c'est une autre question, qu'est-ce qui bloque l'ouverture des 14 CM depuis leur transformation en 2015? Sécurité. Après la dissolution en Conseil des ministres de la police islamique de Pouitenga, qui a fait la une de l'actualité dans notre pays, cette dernière semaine, le peuple burkinabé a besoin d'être rassuré sur la question au regard de son caractère sensible. Pouvez-vous rassurer la représentation nationale que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour parer toute éventualité sur la question? 2 minutes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le téléphone portable est aujourd'hui rentré dans les habitudes des Burkinabés. En d'autres termes, les Burkinabés sont devenus de véritables consommateurs des produits qu'offrent les différents opérateurs de téléphonie mobile installés au Burkina Faso. Toutefois, la consommation de ces produits n'est pas sans préjudice, en raison de la mauvaise qualité de la communication.
tout se passe comme si l'autorité chargée de la régulation des communications électroniques est impuissante face à cette situation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ARCEP, censée contrôler ses opérateurs de téléphonie mobile, dispose-t-elle de l'expertise matérielle nécessaire pour mener à bien sa mission? N'y a-t-il pas de laxisme dans l'application des textes en la matière? Je vous remercie. Donc, sûrement, il nous reste une minute rapidement. Excellence, Très bien Monsieur le Premier ministre, après la rentrée en vigueur de la loi 2/2017 portant création d'une fonction publique territoriale au Burkina Faso, ayant permis le reversement des agents des communes de la fonction publique territoriale, beaucoup de nos communes à travers le territoire ont de sérieux problèmes pour prendre totalement en charge les différents coûts supplémentaires. Je voudrais donc, Monsieur le Premier ministre, être rassuré que la promesse faite par le gouvernement de supporter une partie des charges engendrées par ce personnel sur 6 mois au cours de cette année 2018 sera effective. Que vous puissiez situer l'opinion sur l'échéance à partir de laquelle les communes entreront en possession de cet appui financier de l'État. 10 secondes. Hein, combien de secondes? 10. 10 secondes, c'est, je regarde M. Bougouma, la route Kodougou, Sanaba, Soulenzo, Koundougou. C'est fini. Et... C'est fini. Merci au groupe parlementaire Burkinlum. Si je vous laisse continuer, la dame au fond, elle va m'en vouloir. Ah non, 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 non. Donc, pour la suite, hein, je crois qu'il y a le groupe CDP, UPC. En fait, je vous conseille d'aller directement aux questions pour gagner en temps. Parce que si vous faites des commentaires, hein, on ne va pas... Hein, parce qu'il faut que... Vous trouvez bizarre que je conseille l'opposition dans ce sens. Mais c'est des députés avant tout. On n'est quand même pas une caisse de résonance là. Donc allez-y au fond, posez les questions. Donc évitez les commentaires parce que vous avez 15 minutes. Ça va être comme Donc ça. la parole est au groupe parlementaire CDP. Top, c'est parti. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de m'inquiéter de la rhétorique du regard sur le passé que vous avez pratiqué depuis votre nomination pour expliquer vos difficultés à conduire des politiques publiques en faveur du développement de notre pays. Notre groupe parlementaire estime que pendant plus de 2 ans, vous avez posé le diagnostic de la situation politique nationale et vous avez désigné des coupables. Cela, nous l'avons déjà compris et le peuple burkinabé avec. Ce que le peuple burkinabé demande à présent, après que le diagnostic ait été posé, c'est seulement de l'action et des solutions pour construire avec lui un avenir qui puisse le sortir des tourments actuels. Oui, Monsieur le Premier ministre, notre groupe parlementaire vous invite à l'action et non à cette gouvernance du rétroviseur. Si vous continuez à regarder dans le rétroviseur en ignorant l'évolution sociopolitique du Burkina Faso, alors que vous prônez la cohésion sociale, tout en tenant un discours de division, j'ai bien peur, Excellence, que l'union sacrée pour la construction du Burkina Faso qui vous est si chère ne se réalise jamais sous votre leadership. Ceci étant, notre groupe vous interpellera sur 3 grandes thématiques. La situation politique nationale, les sujets économiques du moment et les questions sociales. Je veux dire, Monsieur le Président de l'Assemblée, avec votre autorisation, je donne la parole aux 5 de mes collègues pour qu'ils puissent... Vous avez voulu dire camarade président. Vous m'avez donné la carte du CDP ou quoi? Excellence, on y va. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions à vous poser.
La situation sécuritaire qui sévit dans la région du Sahel a occasionné de nombreuses difficultés. L'insécurité généralisée et la psychose croissante des populations. Une mobilisation de ressources de plus en plus faible. Les taxes peinent à être recouvrées. Les subventions promises par le gouvernement ne sont toujours pas honorées dans la majeure partie des cas. On assiste à une asphyxie financière de certaines communes. Aussi, les chefs-lieux de province sont aujourd'hui bondés de déplacés internes. Plusieurs ménages qui ont quitté leur habitat pour se retrouver dans ces lieux, ce qui a entraîné une pression importante sur les ressources disponibles et parfois causé une envolée des prix des produits de première nécessité. Enfin, si l'on sait que l'élevage est la principale activité au Sahel et la première source de revenus des familles, on comprend aisément que plusieurs familles sont aujourd'hui dans une situation de précarité financière suite aux nombreux vols de bétail perpétrés par les terroristes qui ont emporté le cheptel des populations. Au regard de ces préoccupations, quelles mesures le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour pallier aux difficultés ci-dessus évoquées qui, à terme, peuvent conduire à la disparition de la souveraineté de l'État dans cette zone? Excellences, Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne les projets PPP, combien de projets ont été réalisés et pour quel coût? Quelle est l'incidence de ces coûts sur l'endettement du Burkina Faso, tel que se sont inquiétés les experts de la Banque mondiale et du FMI? Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous vivons un déficit céréalier exceptionnel cette année et les populations sont très anxieuses. Les boutiques Sonagès ont été créées pour soulager les souffrances des populations dans ce domaine. Mais le constat est tout autre. Les boutiques témoins restent vides jusqu'à présent. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour remédier à cette situation inacceptable? À quand l'effectivité des boutiques Sonagès dans les communes? Merci. 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 Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai aussi 3 questions à vous poser. Quand est-ce que le gouvernement va-t-il envoyer le projet du nouveau code électoral à l'Assemblée nationale pour éliminer définitivement les dispositions qui excluent des Burkinabés dans les compétitions électorales? Que fait le gouvernement pour que les Burkinabés de l'extérieur soient massivement enrôlés afin de respecter leurs droits reconnus depuis 2009 et sur lesquels le chef de l'État, M. Roch-Marc Christian Kaboré, s'est engagé plusieurs fois à respecter? Deuxième question. Excellence, il y a quelques mois, nous avons appris le projet d'installation d'une unité textile à Ouagadougou. Quels sont les critères qui ont conduit au choix de l'implantation de cette unité industrielle à Ouagadougou? Enfin, malgré les promesses faites par vous-même devant nous depuis 2016, les zones nouvellement loties et celles loties depuis plus d'une dizaine d'années, telles que Zongo, Sorgo, Marcoussi, Yarma, Bassinko, Bonnerville, etc., l'on constate une absence de viabilisation. Pas d'électrification, pas de route, pas de caniveaux, etc. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures prises pour répondre à ce besoin de viabilisation dans les dites zones? Je vous remercie. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 préoccupations également. La première, beaucoup de stratégies ont été mises en œuvre pour créer les conditions de l'autonomisation et de l'épanouissement de la femme au Burkina Faso. On peut se réjouir de la construction de maisons de femmes dans la quasi-totalité des localités du pays. Malheureusement, on constate que certaines maisons sont inexploitées. Quelles sont les raisons de cet état de fait? Et quelle est la politique du gouvernement pour rendre ces infrastructures opérationnelles au profit de la femme et de la jeune fille? Deuxièmement, selon le bilan fait par l'Union des producteurs de coton du Burkina Faso, la production cotonnière a baissé en 2017. Le pays a perdu sa place de premier producteur en Afrique. Quelles en sont les causes? Les producteurs affirment ne pas être en mesure de rembourser les dettes contractées au niveau de la Sofitex.
quelles solutions propose le gouvernement pour aider ces producteurs? Pouvez-vous nous situer les responsabilités dans cet état de fait? Et enfin, un courant de l'opinion nationale milite en faveur pour la concorde nationale qui a été éprouvée par le jeu politique depuis les indépendances, avec un relief particulier ces dernières années, où l'apologie de la violence a endeuillé la nation burkinabé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale est intéressée de savoir, premièrement, est-ce que vous partagez avec vos compatriotes l'élémentaire vérité que la concorde nationale est une condition nécessaire au développement dans un pays? Et deuxièmement, si oui, quelles sont les mesures prises par votre gouvernement en faveur du retour à cette concorde si chère au peuple burkinabé? Excellent, je vous remercie. 6 minutes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la route Boulsa-Tougouri, qui était le cordon ombilical entre la partie sud et nord de la province du Namentenga, est presque inexistante. Dans sa dégradation complète, elle a emporté le barrage de Nyungu, laissant des milliers de producteurs dans le désarroi. Les barrages économiques de Ziagadrin et de Belga aussi sont sur la voie de l'effondrement total de leurs digues. C'est le cas aussi des localités comme Belédé dans le Soum et Sagala dans le Kourouéro. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quand la réhabilitation de ces routes et barrages de Nyungu et autres? Deuxième question, depuis la création des comités de gestion COSES auprès des centres de santé, ils disposaient de ressources financières suffisantes pour la gestion des centres de santé, notamment la gestion des médicaments essentiels génériques. Mais depuis l'avènement de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, les ressources financières et les stocks de médicaments de ce comité dans la plupart des COGES sont épuisés ou en voie d'épuisement. L'État aussi ne rembourse pas l'argent de ces COGES. Excellence, qu'allez-vous faire pour rembourser les dettes des COGES afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition en tant qu'acteurs dans la chaîne de santé? Troisième question, lors des événements du 30 et 31 octobre 2014, de nombreuses entreprises ont été saccagées et pillées, entraînant le chômage de plus de 10 000 travailleurs. Excellence, le gouvernement envisage-t-il de dédommager ces entreprises? D'autre part, que compte-t-il faire pour aider ces entreprises qui ont été des victimes collatérales de ces événements? Qu'en est-il de la situation des travailleurs? Je vous remercie. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je voudrais, avant de poser mes questions, quand même me féliciter de ce que la rue Wemba Poko, par le truchement du ministre des Infrastructures, est une excellence en matière routière au niveau de la capitale. Malgré ceci, je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, rappeler qu'en janvier 2016, votre gouvernement a organisé une conférence internationale à Paris pour le financement du PNDS, notre nouveau référentiel de développement. Contre toute attente, la moisson a été au-delà de vos espérances. 18 000 milliards de francs CFA, dont 8 000 au niveau des partenaires institutionnels, 10 000 au niveau du Forum des investisseurs privés, contre un gap de 5 570,2 milliards de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous, après 2 ans, dire aux Burkinabés quel est le niveau de mobilisation exact aujourd'hui réalisé? Si je dis cela, je prends en compte qu'en Conseil des ministres, le 18 mars 2018, vous avez indiqué que le taux de mobilisation est de 2629,6 milliards de francs CFA, dont 1231,97 milliards
en 2016 et 1397,63 en 2017 en ressources internes et 5053,73 en ressources externes. En clair, quelle est la part des investissements sur les ressources internes et la structure des ressources externes? Autrement dit, quelle est la part des dons, des subventions et autres? Monsieur le Premier ministre, ma deuxième question, c'est qu'en général, pour pouvoir juger la qualité du cadre macroéconomique, on prend généralement en compte l'environnement des affaires. Et pour ce qui concerne le Burkina Faso, dans le dernier rapport de la SFI, le Burkina, réputé longtemps grand réformateur, a, entre juin 2015 et juin 2017, perdu 5 places pour se positionner au 148e rang mondial sur 190 pays. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les raisons d'un tel recul préjudiciable à notre économie? Enfin, Monsieur le Premier ministre, l'insécurité, le terrorisme s'est malheureusement installé dans notre pays, particulièrement dans la zone nord. Mais au-delà de la sécheresse des chiffres qui sont généralement avancés, derrière, c'est le sort de milliers de personnes qui sont ainsi abandonnées ou qui sont désastreuses. Je prends par exemple le cas des veuves qui sont laissées par les jeunes soldats qui s'en vont la fleur au fusil et qui perdent la vie au détour d'un chemin. Je pense à ces milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école dans le Nord parce que leurs enseignants ont fui ou parce que leurs écoles sont fermées. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'on envisage pour ces gens? Est-ce que, comme d'autres pays, il peut être envisagé la création d'un fonds pour le terrorisme, pour permettre, contre le terrorisme, pour permettre, par exemple, de prendre en charge, en tant que pupille de la nation, les enfants des soldats qui ont perdu la vie sur le champ d'honneur et prendre également en charge les veuves. Ce sont des questions très importantes, Monsieur le Premier ministre, parce que je me dis que si je vais à la guerre... 5 secondes. Si je vais à la guerre, et je pense que si je meurs dans mon pays... Merci, Madame le député. Vous m'avez compris. Merci. Merci au groupe parlementaire CDP. À présent, nous passons la parole au groupe parlementaire UPC. Vous avez 15 minutes. Merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Avant de passer la parole aux camarades pour poser un certain nombre de questions, il n'est pas superflu de rappeler au Premier ministre que le discours sur la situation de la nation est réglé et régi par notre loi fondamentale. Il est donc requis de lui et de son gouvernement un peu de solennité et de sérieux pour la représentation nationale. Monsieur le Premier ministre, à l'issue de votre discours sur l'état de la nation et à l'entame des interventions des députés, une vingtaine de questions vous sont déjà posées. Cela dénote certainement de l'intérêt que les députés portent sur la vie de la nation, mais également cela dénote du peu de clarté de votre discours et de la mollesse de votre action gouvernementale. En effet, votre discours est vague et votre action peu ambitieuse et peu courageuse, malgré les 18 000 milliards engagés. Monsieur le Premier ministre, en effet, vous vous félicitez d'un déficit de 7,5 points dû aux dépenses d'intérêt et d'investissement de 50%, alors que les convergences de l'UEMOA définissent le déficit qui ne devrait pas excéder 3%. Monsieur le Premier ministre, sans être un charlatan, vous n'avez convaincu personne dans cet hémicycle.
corruption persistante. Corruption persistante, pauvreté endémique, absence de justice sociale sont les tares congénitales de votre gouvernement. Vous n'avez convaincu ni la représentation nationale, ni le peuple burkinabé. Cependant, Monsieur le ministre, Premier ministre, je vous exhorte au moins à convaincre votre majorité parlementaire qui s'impatiente de vous poser une multifoule de questions. Votre majorité parlementaire s'impatiente et elle est de moins en moins convaincue de votre action et de votre réélection en 2020. Tâchez, Monsieur le Premier ministre, de la convaincre par vos réponses. Monsieur le Premier ministre, cependant, faites attention à ces félicitations hypocrites de ces députés qui n'ont d'autre rêve que de rentrer dans votre gouvernement. Je voudrais vous rappeler que certains d'entre eux sont assis avec vous en Conseil de ministres. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite également un dialogue franc et sincère, car ceux qui appuient sur la gâchette et qui usent de l'intimidation sont également assis à vos côtés en Conseil de ministres. Alors, je passe le micro à mes autres camarades afin qu'ils posent leurs questions. Excellences, Monsieur le Premier ministre, savez-vous que le 30 et 31 octobre 2014, plusieurs Burkinabés sont tombés pour défendre la démocratie? Excellences, Monsieur le Premier ministre, savez-vous que de 2015 à nos jours, des vaillants soldats de la nation sont tombés sur le champ de bataille pour la défense de la patrie? Toutes ces victimes ont laissé soit des veuves, soit des orphelins dans un désespoir total. La loi sur les pupilles de la nation, votée en 2015, censée résoudre le problème, n'a toujours pas connu de signature d'un décret d'application. Excellences, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour essayer un temps soit peu les larmes de ces familles éplorées? Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, vous avez longuement parlé, mais sur des questions essentielles de la nation, vous avez, en toute franchise, eu peu de franc-parler. Même le président de l'Assemblée nationale, si je le croise dans les coulisses, il vous dira que les applaudissements que vous avez eus ne sont que l'expression d'une courtoisie parlementaire et non pas d'une approbation de votre message. Le bilan qui s'affiche, c'est un train, un long train avec des wagons de 2 classes. La première classe, ce sont des privilégiés confortablement installés à côté du conducteur et nageant dans un luxe insultant. La seconde classe, c'est les déshérités, affamés et désespérés. Dès lors que je n'ai pas suffisamment de temps pour en dire plus, j'aurai au moins un peu de temps pour poser 2 petites questions. Première question. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans votre dernier discours à la page 35, vous avez affirmé, et je cite, que la mise en eau de Ziga 2 est effective depuis le 5 avril 2017 et constitue la fin de la pénurie d'eau de Ouaga jusqu'à l'horizon 2030. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre message a retenti dans tous les quartiers désespérés de la capitale. Que me chargez-vous de dire à cette dame de Tourouego qui vous a écouté et qui se demande jusqu'à aujourd'hui
si ce n'est pas dans son sommeil qu'elle vous a entendu en rêve. En d'autres termes, à quand la fin du calvaire d'eau dans la capitale à Ouaga et dans les principales villes du Burkina Faso, de Djigbera à Djibo en passant par Pilimpikou? Deuxième question. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Burkina Faso est un très beau pays avec près de 1200 sites et attraits touristiques dont près de la moitié est menacée de disparition, de dégradation irréversible. Bien que des artistes aient chanté Burkina nom à main, il y a plusieurs zones de notre pays qui sont colorées en rouge par l'extérieur. Mais ce qui est regrettable, ce n'est pas la coloration, ce n'est pas ce classement en rouge, mais c'est plutôt l'absence de mesures énergiques, fortes, assez originales, pour permettre aux visiteurs de voir vert là où on veut nous imposer le rouge. Quand je prends le seul exemple de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas une situation sécuritaire identique au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire a mis en place cette année un fonds autonome d'investissement de près de 3 000 milliards. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la question qui me vient à l'esprit, premièrement, quelle est la suite des mesures de réforme, de relance du secteur touristique sur votre table depuis un certain temps? Deuxièmement, à quand la dotation substantielle du Fonds de développement touristique et culturel pour relancer le secteur? Et enfin, quelles sont les dispositions prises pour sauvegarder les principaux sites touristiques du Burkina, notamment le Sahel, les ruines de l'Européenie et j'en passe. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, depuis le passage de Madame le ministre de l'Économie et des Finances à l'Assemblée nationale pour y répondre à une question d'actualité sur les fonds communs, le débat s'est porté sur la place publique sans que la vision du gouvernement ne soit connue. Quelle est la vision du gouvernement de la politique des fonds communs au regard de l'état de nos finances publiques? Je profite aussi de l'opportunité de demander au Premier ministre de nous situer sur la réalisation du bitumage de la nationale 17, Tenkodgo-Ouarghaï, frontière du Togo, qui n'a pas été prise en compte dans votre discours sur la situation de la nation, alors que la province du Koulpelgo est le grenier de la région du Centre-Est. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, selon les études réalisées par Free Afrique, 66% de nos industries sont installées dans la capitale économique, capitale politique, Ouagadougou. Ce qui est à notre avis un paradoxe, car la capitale économique Bobo-Dioulasso n'enregistre que les fermetures d'usines. Dans votre discours de politique générale du 5 février 2016, à la page 46, vous avez pris l'engagement de restructurer et de mettre à niveau les entreprises en difficulté et de viabiliser les zones industrielles. Plus de 2 années après ce discours, on a plutôt assisté à l'enterrement de plusieurs entreprises et d'autres dans les couloirs des urgences, continuant toujours à lutter contre la mort. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous dire concrètement, avec des chiffres à l'appui, ce qui a été fait pour sauver nos entreprises et redonner un nouveau souffle à notre économie, particulièrement dans notre capitale économique Bobo-Dioulasso? Il vous souviendra également que vous avez pris l'engagement de faire de Bobo-Dioulasso une capitale économique digne de ce nom. Ou devons-nous comprendre tout simplement que c'était des engagements purement électoralistes? Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ici même dans l'hémicycle en 2016, je disais que nos universités étaient dans un état comateux. Et en 2017, dans votre discours sur la situation de la nation,
exactement à la page 31, vous annoncez une série de réalisations en termes d'infrastructures et de réformes comme priorité de votre gouvernement pour normaliser de façon progressive les années académiques. Le constat aujourd'hui est que vous avez simplement placé les universités, surtout l'université Ouara 1, professeur Joseph Kizerbo, sous assistance respiratoire en entendant une mort certaine. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites-nous quels sont à ce jour les UFR et les établissements supérieurs publics qui ont connu une normalisation. Et au milieu de votre discours, vous aviez marqué une pause pour nous poser la question si on se comprenait. Monsieur le Premier ministre, je vous réponds qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas parce qu'on a l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays et qu'on ne vit pas les mêmes réalités. Alors, sinon, comment comprendre cette injustice? Injustice au niveau des prix de l'eau. Vous et moi ici, et mon président de l'Assemblée, qui pouvons payer l'eau, le fût de 200 litres à 60 francs dans les zones urbaines, j'allais dire dans le réseau distribué par l'UNEA, et que les paysans, la population rurale est contrainte de payer la barrique, le même fût à 125 francs ou 100 francs dans les infrastructures AEPS réalisées dans les zones rurales. C'est une injustice. C'est une injustice et si l'eau est un droit consacré par notre Constitution, votre gouvernement, vous devez corriger ça. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'agissant donc de la recrudescence des revendications salariales, vous avez entrepris une concertation avec les partenaires sociaux en vue d'une réforme de l'illumination des agents publics de l'État. Il me plaît de vous rappeler que le Burkina n'est pas à sa première réforme du système de l'illumination des agents de la fonction publique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je m'en passe donc des commentaires pour vous poser quelques questions. Quelles mesures ont été prises pour garantir cette fois-ci que la réforme annoncée ne connaîtra pas de front social encore? Deuxièmement, il nous revient que l'unité d'action syndicale a émis quelques réserves. 30 quant secondes. à sa participation à ces concertations. Quelles sont ces réserves? Sont-elles levées? Pouvez-vous nous faire l'état des lieux des concertations engagées? Je vous remercie. 20 secondes. Si vous n'avez pas quelqu'un, on reverse ça au MPP. En 2013, 10 secondes. le gouvernement a lancé la construction de 1000 salles de classe progressives. Environ 865 ont été réalisées. L'achèvement prévu pour 2015 de ces salles de classe semble abandonné par le département de l'éducation. Merci. Donc, je crois que... mais avant de continuer, quand je vous dis que le Peul n'est pas bien, vous avez vu, il m'a attaqué, il m'a mis dans un truc... Taïrou Bari, là, vraiment, il n'est pas gentil du tout. Et puis toi, tu étais dans le train, dans le wagon luxueux. Maintenant que tu es descendu, c'est ça le Peul, hein? Maintenant que tu es descendu, tu te rends compte qu'il y a un deuxième wagon. Hein? Si c'était un Yarga, il allait savoir qu'il y a deux wagons. Non, c'est juste pour le taquiner. Ça se passe entre les Yarcé et les Peuls. Hein. Donc, je crois qu'à présent, nous allons passer la parole au groupe parlementaire MPP. Et vous avez... Vous avez 55 minutes. Ouais, j'étais sûr. J'étais sûr. Ils vont dire que c'est un lapsus révélateur. Non, vous avez 45 minutes. Merci, Monsieur le Président. Top chrono. Merci. Le MPP a 15 orateurs. J'annonce à l'instant l'honorable Élise Ilboudo-Tombiano. Ensuite, suivra Roki Aramba. J'y vais?
Ok, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la région de l'Est connaît de nombreux problèmes actuellement. Il y a bien sûr le problème de l'insécurité qui est déjà connu du fait donc de sa médiatisation. Mais il existe un autre phénomène qui n'est pas des moindres, dont l'ampleur est considérable et donne du fil à tordre aux administrations déconcentrées. Il s'agit de l'occupation anormale ou abusive des zones aménagées dans le Gourmand. C'est le cas de Konkonfouanou, Machakwali, Potiamanga, Namungu. Dans la Komandjari, il y a Gaïri. À la Nyanya, nous avons Kankansi, Samou, Louera. Dans la Kompienga, il y a Kabonga, Bombontangu, Nadiago. Certaines sont dites zones de pâturage, d'autres parcs aménagés et sont actuellement occupés par des individus qui refusent de les quitter. Ces sites sont parfois matérialisés sur papier et parfois sur le terrain. Mais il n'y a pas encore eu de mesures ou des actions fortes pour faire quitter ces zones occupées et accompagner les populations. Mieux, les zones qui n'étaient pas occupées sont devenues des exploitations agricoles, compliquant davantage la situation, au point que les administrations locales n'arrivent plus à faire face. Il y a de plus en plus de risques d'affrontement entre les différentes communautés présentes sur les lieux, et même que cela s'est déjà produit, c'est le cas de Konkonfouanou et Machakwali. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Comment l'État central compte-t-il trouver des solutions durables à l'aménagement du territoire? Je vous remercie. Oui, alors, merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'adoption d'une politique nationale genre en juillet 2009 a suscité beaucoup d'espoir au niveau de toutes les organisations œuvrant dans la promotion du genre et pour la cause féminine au Burkina Faso. Aujourd'hui, force est de constater que les lignes n'ont pas suffisamment bougé en ce qui concerne la mise en œuvre de cette politique sur le terrain et dans les ministères. Pouvez-vous alors nous faire un état des lieux sur cette politique nationale genre? Ma deuxième question. En 2009, l'Assemblée nationale adoptait la loi sur le quota genre qui accordait 30% de représentativité des femmes au niveau des sphères de décision politique. Dans sa mise en œuvre, elle a connu de nombreuses difficultés quant à son interprétation et parce que la loi n'était pas assez contraignante. Ainsi donc, il a été décidé sa relecture, mais jusqu'à ce jour, c'est le statu quo. Excellent Monsieur le Premier ministre, à quel niveau se trouve la relecture de la loi sur le quota genre au Burkina Faso? Troisième question. Excellence Monsieur le Premier ministre, le Code des personnes et de la famille est aussi en relecture depuis un certain temps, mais le projet ne semble pas avancer. À quel stade se trouve cette relecture? Y a-t-il des points d'achoppement qui bloquent l'avancée du dossier? Et ma quatrième question, Excellence Monsieur le Premier ministre, il était un moment question de bitumage de la voie Léo et Sabou-Léo afin de faciliter la mobilité des personnes et de booster l'économie locale au niveau de la région du centre-ouest à travers le désenclavement des localités. À l'heure actuelle, à quel niveau se trouve le dossier? Et que devient la réhabilitation de la route Yako-Koutougou? Excellent Monsieur le Premier ministre, j'ai des propositions à vous faire. Je suggère que la prochaine fois, lorsque vous allez faire l'état de la nation, je voudrais que vous matérialisez ça quand même par des images. Et je voudrais également vous proposer la création d'un parc où tous les revendeurs de véhicules d'occasion pourraient se retrouver afin de faciliter les contrôles et lutter contre les occupations anarchiques des rues. Et enfin, dernière proposition également que je voudrais faire au Premier ministre. Je voudrais revenir sur la vitalité des postes de péage et les caméras de surveillance aux entrées de Ouaga et de Bobo. Je vous remercie. OK. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il est tout d'abord important quand même de remercier les efforts fournis par votre gouvernement pour la satisfaction des populations en matière d'eau, tant bien que pour la consommation humaine que pour la consommation des animaux. Mais le constat fait sur le terrain révèle que de plus en plus,
le nombre de forages négatifs accroît et rend difficile, d'une part, l'atteinte de l'objectif visé par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui est de 0 corvée d'eau d'ici 2020. Et d'autre part, engendre des coûts supplémentaires pour l'atteinte de cet objectif. Alors, il semble que l'une des raisons est la baisse sensible de la nappe phréatique. Excellence, quelle politique compte mettre votre gouvernement pour concourir à l'atteinte de cet objectif? Serait-il pas judicieux de revoir les profondeurs de ces ouvrages pour concourir à l'atteinte de ces objectifs, de cet objectif qui est de 0 corvée d'eau? Ne serait-il pas judicieux de revoir la profondeur de ces ouvrages appliqués depuis alors? La deuxième préoccupation, elle est relative effectivement à la santé. Vers les années 2010, la dengue n'était pas connue du grand public, Excellence. Ces dernières années, les cas se sont multipliés et s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Alors que ceci est de nature à anéantir les efforts du gouvernement en matière de santé, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes, qui sont l'une des priorités du programme de son Excellence, c'est le Président du Faso. Excellence, que compte faire votre gouvernement afin de réduire ce fléau? Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au regard de la présentation que vous venez de faire, on constate que votre gouvernement a fourni beaucoup d'efforts en termes de réalisation d'infrastructures éducatives. Mais comme l'éducation reste un vaste chantier, il subsiste de nombreux problèmes du reste diagnostiqués par la commission d'enquête parlementaire et pour la résolution desquels l'Assemblée a formulé 77 recommandations. Vous venez de nous annoncer que votre gouvernement a déjà mis en œuvre 23 de ces recommandations. Mais la recommandation phare est de porter le budget de l'éducation de 20 à 35% d'ici à l'horizon 2020. Parce que quand on voit le budget des deux ministères en charge de l'éducation, ce sont de gros montants. Mais quand on les désagrège, il y a problème. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a un budget de 112 milliards pour 2018, dont seulement 34 milliards pour les investissements au profit de nos 8 universités publiques. Quant au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, il dispose de 374 milliards, dont 284 milliards pour les salaires des personnels. 284 milliards pour les salaires des personnels et 70 milliards pour les charges de fonctionnement. Il ne reste plus que 20 milliards pour les investissements. Et quand on sait le coût de réalisation des infrastructures, pour construire un complexe de 3 classes, il faut 25 millions. Un CG coûte 60 millions, un lycée 140 millions. Et lorsqu'il s'agit maintenant d'un collège d'enseignement technique, d'un lycée professionnel ou d'un lycée technique, il faut 3 milliards 500 millions au bas mot. Donc on voit qu'avec 20 milliards, on ne peut même pas construire 6 CET, 6 collèges d'enseignement technique, même si c'était uniquement ça, les investissements. Alors que on sait, et le Premier ministre vient de l'affirmer avec force ici, il nous faut nous résolument tourner vers la formation technique et professionnelle si nous voulons amorcer un développement de notre pays. Et le PNDS se propose de porter le taux d'accès à l'enseignement technique et à la formation professionnelle de 6 à 16% en 2020. Et au niveau du supérieur, quand on voit les flux d'étudiants qui s'ajoutent chaque année, cela ne fait qu'exacerber les problèmes déjà existants. Alors, ma question est de savoir, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation substantielle du budget du secteur de l'éducation en 2019? Et où en êtes-vous avec la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec les syndicats de l'éducation pour nous éviter une nouvelle crise de ce secteur? La deuxième question
Que devient le projet de bitumage de l'axe Ouessa-Léo et de la route Banfora-Sidera-Gawa-Bati, frontière de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Ok. Merci de me donner la parole. Et je voudrais, à l'entame de mes propos, dire que contrairement à un certain discours que nous avons entendu, au niveau de la majorité, nous avons la conviction sédimentée que le discours a été convaincant. Je voudrais prier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de comprendre certains, parce que face à ces acquis qui ont été cités tout à l'heure, il y a un espoir qui s'éloigne pour 2020. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le triptyque terrorisme, incivisme, ébullition du front social impacte négativement ces derniers temps la gouvernance démocratique de notre chère nation. Mais en dépit de cet environnement peu favorable, le gouvernement, sous votre houlette et leadership éclairé, arrive à dérouler le programme présidentiel au grand bonheur du vaillant peuple travailleur du Burkina Faso. Du creux de la vase d'hier, notre économie remonte en surface aujourd'hui, avec un vert clignotant qui annonce de meilleures perspectives, même si pour le moment l'impact n'est pas encore significatif dans le panier de la ménagère. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour cette raison, nous nous devons de vous féliciter, tout en vous appelant à poursuivre dans cette dynamique. Face aux fortes et pressantes attentes de nos concitoyennes et concitoyens, malheureusement, c'est du gouvernement que tous attendent la panacée, sans pour autant mettre en exergue l'indispensable contribution de chacun à l'œuvre de construction nationale. Nous avons l'intime conviction qu'il n'y aura pas de changement extramuros sans que s'opère au préalable le changement intramuros individuel. La constance et la persistance des déterminants négatifs qui plombent notre marche vers le développement nous obligent nécessairement à revoir les paradigmes classiques. Il faudra désormais gagner le pari de réaliser des performances de tout genre, économiques, politiques, militaires, dans un environnement hostile, tout en développant une résilience accrue. Car des informations qui nous parviennent, les adeptes de la politique asymétrique sont décidés de ne vous donner aucun répit jusqu'en 2020. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'était ma petite contribution aux échanges de ce soir. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci à notre gouvernement que vous aviez la lourde charge de conduire et de coordonner. Merci. Excellence, merci pour les nombreux barrages. Merci pour ces forages. Excellence, aujourd'hui, il est clair que pour booster le développement, il nous faut vite et bien, avec un courage, et je sais que notre gouvernement est courageux pour aller chercher l'eau dans les profondeurs pour booster notre développement. Le forage Christine en est un. Et je pense que ce forage Christine peut effectivement booster le développement dans les secteurs sylvo-agro-pastoral. Et naturellement que 2020, les gens vont dire adieu parce que le Sahel va être dans le programme. Excellence. Je sais également que dans la lutte contre le terrorisme, notre gouvernement que vous conduisez a vite compris et a pris la belle initiative de mettre en place un programme d'urgence pour le Sahel. Ce programme a été salué. Nous sommes à l'international. Moi, je fais partie des communautés et des assemblées extérieures. Le G5 a salué l'expérience du Burkina Faso. La communauté européenne même a salué l'expérience du Burkina Faso. Ça, c'est pour vous. Ça mérite un bon quand même. Il faut l'applaudir pour eux, même si on ne les aime pas. C'est ça la vérité. Et donc, il est clair que vous allez nous dire quel est le taux d'exécution aujourd'hui du PUS. Naturellement, on va relire le PUS également. Parce qu'à entendre les populations, les champs d'activité du PUS sont des champs connus parce qu'ils ont abrité beaucoup de programmes et projets. Donc les populations savent ce que c'est que les programmes. Or, ça, c'est un programme de type nouveau pour des cas spécifiques que des gens sont en train de vouloir nous imposer.
Et ils sont peut-être là, je ne sais pas. Et donc, entre autres, il faut que nous déclassifions le puce. La catégorisation A du puce rend les financements lourds. Donc, pour cadencer un peu la sortie des fonds, il faut que nous l'extrayons de la catégorie A pour mettre dans d'autres programmes. Là, ça peut aller. Ensuite, Excellence, aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont là. Il faut que dans le puce, on dise telle activité, ce sont les forces de défense et de sécurité qui vont réaliser. Ça va faire quoi? 1, la confiance entre les populations et l'armée. 2, la fluidité de l'information. 3, même si quelqu'un ne veut pas de nous, il fait on va dire hey, attention, lui il est mauvais. Donc, il faut qu'on ait effectivement la confiance des populations. Excellence, bravo, continuez. En tout cas, ce qu'on nous a dit en 2015 pour être élus là, nous sommes là-dessus, quoi. Mais vous savez, il y a des gens, même si ils ont des yeux, s'ils refusent de voir, il ne faut pas voir. Ils ne vont pas voir. Donc, on continue. Et Inch'Allah, 2020, 2025, peut-être 2030, mon petit là va être président. Merci. Félicitations. Bon, parmi les peuples, il y a son bon aussi. Hein. Félicitations, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour tous les efforts que vous avez déjà faits à l'endroit des femmes. Cependant, j'ai une petite question. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours précédent à l'Assemblée, vous aviez promis la création d'une banque spécifique et spéciale pour les femmes où elles pourraient avoir facilement accès au crédit. Excellence, Monsieur le Premier ministre, où en êtes-vous avec cette banque? Je vous remercie, Excellence. Merci, Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre, moi, je ne veux pas grignoter trop de temps, de secondes à ce que j'ai à dire, mais pour vous rassurer tout simplement que ceux qui ne comprennent pas votre discours, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Eux, ils ont à répondre à autre chose. Vous, vous devez faire le travail par rapport à un programme qu'ils ignorent. Donc, conséquence, c'est 2020, tout le monde se bat, et je pense que vous êtes sur le droit chemin. Excellence, Monsieur le Premier ministre, face aux problèmes de qualité que l'on rencontre autour de certains ouvrages et connaissant l'importance de la qualité dans la construction des routes et bâtiments, afin de permettre aux populations d'en profiter durablement, alors, pour ce faire, j'aimerais savoir le rôle que joue le Laboratoire national de bâtiments et de travaux publics dans la quête de cette qualité. Ma deuxième question, Excellence, nous savons que le développement de tout pays passe par la qualité des produits, des biens et services. Qui parle de qualité, parle de normes. Et c'est vrai que ce matin, nous avons pu s'en rendre compte qu'il y a eu au moins 300 normes qui ont été homologuées. Ici, j'aimerais savoir combien de normes de qualité dispose notre pays. Quels sont les domaines? Quel est le niveau d'application de ces normes? Y a-t-il des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre? Si oui, lesquelles? Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous félicitons également le gouvernement pour les efforts fournis dans le contrôle des instruments de mesure, balance, bascule, station d'essence, etc. Gage de confiance entre le producteur et le consommateur. Nous espérons que ces activités de contrôle seront maintenues et renforcées sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir protéger les consommateurs. C'est tout ce que j'avais comme question, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la loi numéro 042/2017/AN du 30 juillet 2017 portant allègement des procédures de contractualisation du programme des projets de partenariat public-privé a été promulguée le 13 juillet 2017. En rappel, Excellence, les projets PPP régis par la dite loi sont ceux relevant des secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, y compris les ressources animales, de l'eau
et de l'assainissement, de l'enseignement supérieur, des transports, de l'urbanisme et de l'économie numérique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, quel est aujourd'hui l'état d'exécution de ces projets? Excellences, Monsieur le Premier ministre, l'année 2017 a été marquée par des mouvements sociaux, notamment des grèves dans la fonction publique. La même tendance se poursuit apparemment avec la récente grève au ministère de l'économie, des finances et du développement. Excellences, Monsieur le Premier ministre, que compte faire le gouvernement pour résoudre les problèmes globaux des travailleurs? Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous féliciter pour le message qui a été porté. Je fais remarquer qu'en début de votre message, vous avez fait savoir que c'était un message de confiance. Mais par la suite, vous comprenez un peu ce qui a été dit. Mes collègues, mes camarades ont déjà suffisamment sont suffisamment revenus là-dessus. Je pense que ce n'est plus nécessaire d'en rajouter. Je voudrais juste, au niveau de l'agriculture, poser une question. Parce qu'il nous revient que, au niveau de Boulgou, que jusqu'à l'heure, il y a des cotonculteurs qui ont encore leur coton au niveau des champs, qui ne demandent qu'à être enlevés et ça cause des problèmes. Il semble que le cotonculteur, le concessionnaire qui est dans la zone, n'a qu'une seule usine de grainage et ça fait des problèmes. Et comme il n'a pas de capacité de stockage, il traîne les pieds. Donc ça cause un problème réel au niveau des cotonculteurs. Quelqu'un a soulevé le problème tout à l'heure pour dire pourquoi on est en train de baisser. Je pense que ce sont des raisons comme ça qui justifient cette situation-là. En deuxième lieu, je voudrais joindre ma voix à un honorable qui a déjà parlé de la route Tenkodgo-Wargaye. C'est bon que la répétition est pédagogique, mais il est bon que le gouvernement puisse encore revenir là-dessus, parce que nous, honorables, on ne sait plus où est-ce que nous mettons la tête quand on va dans cette contrée-là. C'est bon que des voix plus officielles puissent nous dire un peu ce que c'est. Pour finir, je voudrais surtout vraiment féliciter, encourager encore le gouvernement pour la loi de programmation militaire qui a été faite. Parce que le véritable problème aujourd'hui de notre pays, c'est vraiment la sécurité. Et je pense que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, c'est une première. Hein. Mais cependant, j'attire un peu l'attention sur le gouvernement, sur le fait que, hormis l'action militaire, il y a souvent, au niveau de la société, un certain nombre de discours dits religieux dont, bon, on ne sait pas, ça aussi peut amener des problèmes un jour. Est-ce que le gouvernement se penche réellement sur la question? Quelle est en fait la vision du gouvernement sur l'extrémisme violent? Je vous remercie. Merci. Merci. Je voudrais, avant tout propos, me permettre de commenter un peu certains propos ici, s'agissant de la manière de présenter la situation de la nation. Je crois que l'article 109 de la Constitution est clair. Le Premier ministre présente devant l'Assemblée la situation de la nation. On n'a jamais dit qu'il doit s'asseoir présenter, qu'il doit se mettre à genoux présenter, ou bien qu'il doit, en tout cas, avoir une position donnée. Nous savons que par le passé, effectivement, les gens aimaient les discours gaulliens, présentaient, ils avaient une façon de parler, et ceux qui répondaient, c'était les présidents des groupes ou bien les présidents des partis, effectivement, qui venaient aussi faire des discours fleuves, qui ne voulaient pas dire grand-chose. Alors, ce sur quoi je voulais donc insister, je crois qu'il faut féliciter et remercier le Premier ministre
Parce qu'il a compris, le Premier ministre a compris l'esprit au sein de l'Assemblée. Parce qu'il sait qu'il faut présenter les choses de façon pédagogique. Ça veut dire lire et expliquer. Donc, j'espère que le temps d'applaudissement sera exclu de mon temps de parole. Alors, donc, effectivement, il a lui expliqué. Ça a pris le temps qu'il faut prendre, même s'il fallait toute la journée pour présenter. L'essentiel est que, soit que ceux qui sont ici, là, parce que c'est eux qui colportent les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Donc, s'ils comprennent, ça va porter. Et j'espère que beaucoup de gens ont compris. Alors, ceci étant aussi, c'est mon ami d'ailleurs qui l'a dit, c'était l'opposition, mais on est des amis. Hein? Il est assis aussi à côté d'un autre ami. Et nous sommes tout le temps ensemble. Mais quand vous dites aussi que les députés qui vous applaudissent sont hypocrites, nous comprenons que vous avez eu des divorces douloureux. Mais quand même, quand vous le dites de cette manière, parce que l'honorable Simboro, c'est quelqu'un qui parle bien. Ça, même quand on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court. Voilà, il parle bien, il s'exprime bien. Et j'ai même surpris des gens dans votre rang qui ont applaudi après. Alors, s'agissant de la question qui est relative à la mobilisation, parce qu'on parle comme si le Premier ministre était un dynamori, et on est parti présenter une situation, nos problèmes. Les gens ont dit qu'ils vont financer. Ils se sont proposés au-delà. Mais tant mieux. Mais si aujourd'hui, on se rend compte que les gens veulent nous donner de l'argent à des conditions difficiles, est-ce qu'il faut compromettre l'avenir des générations? J'ai dit non. Et, Excellence, Monsieur le Premier, vous avez raison de trier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent bien, mais quand il s'agit de passer, ils veulent dribbler. Et ça, le Burkina, même si on veut l'argent, il faut être vigilant et continuer votre vigilance. Alors, je passe aux questions, s'il vous plaît. Alors, 16 minutes. La question relative aux choses, à la caisse de dépôt et consignation, c'est quelque chose de très fondamental. Vous avez vraiment mis tout, vous avez déjà répondu lors du discours. C'est un instrument important pour le financement et un instrument concret. Et je crois qu'il va permettre effectivement de financer le PNDS. Donc je ne reviens pas là-dessus. Également, quelqu'un de l'équipe de Simboro a posé une question relative donc à la construction et à l'entretien. Non, n'en déplaise. Hein? Bon, donc concernant la route Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, Doris, Seba, Yako, Yaba, Pora, Carrefour de Fara. Effectivement, quelle est aujourd'hui la situation exacte de ces travaux d'entretien périodique, parce qu'on constate que ces travaux, pour la plupart, sont effectivement arrêtés. Alors, on souffre en tout cas de quelque chose. La dernière question, en but de moderniser l'aéroport international de Ouagadougou, l'État burkinabé, depuis quelques années, a décidé de construire à Doncin un aéroport les plus modernes qui répondent à toutes les normes
internationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous faire une situation exacte des travaux de construction de cet aéroport et quelles sont les principales difficultés rencontrées sur le terrain? Je vous remercie. Merci bien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez délivré un discours très optimiste et vous avez su communiquer cet optimisme-là à l'ensemble des populations. Cependant, il y a des aspects que nous sous-estimons dans notre pays. Un éditorialiste français disait que les Français savent faire la révolution, mais n'aiment pas les réformes. En analogie, je dirais que les Burkinabés savent faire l'insurrection, mais ils n'aiment pas la démocratie. Déjà en 1966, l'insurrection a abouti à donner à l'armée le pouvoir, alors qu'il y avait une solution constitutionnelle. Notre pays est resté dans des errements démocratiques pendant 50 ans. Aujourd'hui, ce qui menace notre pays, c'est l'existence même de l'État. Parce que il y a un détournement insidieux de la fonction de l'État, sans qu'on y prenne garde. Nous avons des activistes qui veulent transformer l'État en une institution d'assistance aux travailleurs, qui font que les employés de l'État, au lieu d'assister l'État, sont des assistés de l'État. Ce qui va nous conduire à la faillite de l'État. Vous avez dit tout à l'heure que la masse salariale a doublé de 2012 à 2017, passant de près de 300 milliards à 600 milliards. Ce qui veut dire que le Burkina vit au-dessus de ses moyens, donc va à la faillite. Monsieur le Premier ministre, comment le gouvernement compte-t-il faire pour que l'autorité des valeurs puisse s'imposer dans ce pays-là? Je vous remercie. Merci. Vous avez 11 minutes. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, je voudrais, avec votre autorisation, dire merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'état de la nation qu'il vient de nous faire. Et de trois, cela fut. Merci, Excellence. J'avais un certain nombre de questions, mais à l'heure actuelle, je préfère donc les laisser. Je n'ai plus de questions particulières à vous adresser. Je voudrais simplement relever quelques faits de votre discours, votre constance, votre optimisme, mais aussi votre persévérance et la cohérence et la conviction dans vos propos. Ces éléments méritent qu'au-delà de toute opinion politique, l'on regarde les résultats. Certes, vos pics de temps en temps à l'endroit de l'opposition, qui ont été des grains de sel, ont contribué à égayer la salle. Je voudrais qu'il en soit ainsi au niveau donc de l'opposition. Tout n'est pas parfait. D'ailleurs, ça ne saurait l'être, car œuvre humaine. Mais reconnaissons que le gouvernement, sous votre leadership, fait d'énormes efforts pour combler les attentes des populations dans les secteurs sociaux, mais et aussi dans l'assainissement du secteur économique, en vue d'asseoir les fondements d'une transformation structurelle de l'économie. Cela est à votre honneur. Aussi, il est souhaitable que l'on s'accorde sur un fait. Nous sommes tous burkinabés et nous avons un seul pays, le Burkina Faso, et un objectif, le développer. C'est dans ce sens, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avec votre indulgence,
profiter du fait qu'à l'heure actuelle, toute la nation nous suit, lancer un appel à l'unité d'action. Si le gouvernement, malgré le contexte difficile, revendications sociales fortes dans les secteurs névralgiques de l'État, économie, justice, sécurité, santé, éducation, les attaques terroristes, un contexte économique difficile de départ, les attentes très fortes des populations post-insurrectionnelles, je dirais, si le gouvernement a dans ce contexte-là pu tenir et en plus de cela obtenir des résultats palpables avec un taux de croissance du PIB qui connaît une hausse de 5,9 en 2016 à 6,7 en 2017, je suis convaincu que si effectivement nous accordons nos violons, si ensemble nous prenons pour seule ambition de développer le pays, nous pourrons faire mieux. Aussi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais faire mien votre appel à l'unité, à la cohésion dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi contre le sous-développement. Que l'opposition puisse prendre un peu les pics comme étant un peu des grains de sel, je reviens là-dessus, mais pas pour diviser l'ensemble du peuple. Et je vous remercie. Merci. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais globalement me féliciter du film que vous nous avez présenté. Ouais, c'est la situation de la nation. Il faut photographier, il faut commenter. Il est vrai qu'à travers les multiples questions qui sont posées, l'an prochain, on va peut-être améliorer le contenu pour prendre en compte tous les aspects. Deuxièmement, je ne voulais pas trop parler, mes enfants, il y a un certain nombre de propos qui viennent, ça me dérange. Il y en a qui disent, oui, c'est un discours politique, c'est un discours... Mais le Premier ministre est venu présenter la politique du gouvernement, la politique que le gouvernement compte mettre en œuvre dans tous les aspects de la vie économique, sociale et culturelle. Il vient faire la situation et vous dites que c'est un discours politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Deuxièmement, il y en a qui disent qu'on fait l'apologie de la violence. Moi, ça m'a effrayé. Il est vrai qu'il y a eu un moment dans notre pays où on te faisait et il n'y avait rien. C'est vrai, non? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? L'apologie de la violence. Ils disent qu'on regarde trop dans les rétroviseurs. Il est vrai qu'il y en a qui ont honte de se voir même dans les miroirs. Tellement leur passé est lugubre, tellement leur passé est mauvais. Mais nous, on va continuer à vous regarder, à dire ce que vous êtes, qui vous avez fait. C'est clair, c'est net. Troisièmement, il y a des écoutez, on est tous députés ici, d'un groupe de quoi. S'il y en a qui ne sont pas convaincus, qui disent, moi, je ne suis pas convaincu, les gens de mon groupe ne sont pas convaincus. Bon, ça les regarde. Mais il ne faut pas prendre la parole pour parler. Le président Blaise Savadogo et son équipe. Oui. Écoutez l'autre. C'est ça. Celui qui n'est pas convaincu, c'est normal. Il est dans son... Voilà. Mais il ne faut pas parler pour tout le monde. Vous voulez être convaincu de quoi? Par rapport à quoi? En tous les cas, ceux qui disent, peignent les choses en noir, qui ne voient rien, qui n'ont jamais rien vu, et qui estiment que le gouvernement est congénitalement incapable de, ils ne peuvent rien voir. Ils ne peuvent rien voir. Il est congénitalement incapable. Ah, il semble que bon, le reste du temps ne permet pas d'aller au-delà. En tout cas, moi, je m'inscris dans les préoccupations qui ont été exprimées, et particulièrement dans les discours de mon ami, l'honorable Semboro. Et puis, au départ, merci. Excellence, je suis le dernier orateur de notre liste. Je vais aller vite. Vous avez 5 minutes. OK, très bien. Oh, oui, ça ne sort pas de mon imagination. Il y a un compteur ici. Merci beaucoup. Ça veut dire que nous gérons rationnellement le temps comme on gère rationnellement le gouvernement. Merci beaucoup. Alors, je voulais
peut-être à la suite du discours du Premier ministre, dire que c'est très bien, en tout cas, l'option qu'il a dit. Il a dit, si on ne développe pas l'agriculture, en tout cas, le développement du Burkina sera vain. Ce n'est pas le mot qu'il a dit, mais j'interprète ça comme ça. Et dans sa même lancée, je voulais qu'il lui plaise d'appuyer aussi au niveau de l'industrie, notamment l'agro-industrie. Parce que si nous développons d'une part l'agriculture, il faut penser à la transformation. Et quand je regarde par exemple la situation d'une société comme la SN Sosico, c'est juste pour prendre un exemple, mais pour dire qu'il faut qu'on travaille, quelqu'un a effleuré un peu l'idée, à protéger un peu nos unités de production. Quand on regarde au niveau des importations, j'ai regardé, je crois que c'est l'année 2003, près de 2/3 du sucre qui est importé est hors de la zone UEMOA. Bon, donc c'est pour dire que quelque chose est possible quand même. Il faut prendre des mesures, des taxes pour protéger un certain nombre d'unités. C'est valable même pour la production de maraîchère-culture, parce que là, vous regardez, si je prends par exemple l'oignon, je sais qu'on reçoit de l'oignon d'autres pays aussi encore qui sont loin de notre espace communautaire ici. Donc quelque chose peut être fait, sinon toutes ces filières, en tout cas à terme, vont être menacées. Alors maintenant, c'était sur votre appel à l'union, à l'unité sacrée des patriotes, que j'adhère et je voulais me faire l'écho, afin que ça retentisse encore, et vous demander, en tout cas, je crois que vous êtes sur le bon axe, parce qu'un pays qui est sorti de l'insurrection, c'est pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à changer. Et vous avez bien vu, en déclinant les 3 axes, il faut réformer les institutions, moderniser les institutions, il faut investir sur le capital humain et sur les secteurs porteurs. Et il est clair que le premier axe, il infléchit sur les autres. Si on réforme les institutions et puis on les modernise, si on ne réforme pas, c'est-à-dire on ne fait pas évoluer aussi les mentalités, la mentalité du Burkina telle qu'on l'a aujourd'hui, il est clair que les réformes vont être vaines et ça va donc jouer sur la productivité. Donc, ce que moi je vous demande en tout cas, c'est de vous armer de beaucoup de courage et d'avoir une bonne dose de fermeté, comme on dit, utiliser la carotte quand c'est la carotte. Quand c'est le bâton, n'hésitez pas, parce que ce pays en a besoin. Comme vous le savez, notre vivre ensemble, c'est l'État qui le garantit. Donc, si on n'a pas une dose de fermeté, après, on sera en difficulté. Et je crois que si des gens qui nous ont précédés ici ont quitté, vraiment, j'allais dire, les affaires de la manière la plus honteuse qui soit, et qui aujourd'hui peuvent vraiment circuler encore dans le Burkina et puis espérer peut-être, comme le dit Réveni, c'est pour dire que nous, dans la fermeté, dans la droiture, en exécutant notre programme, il ne faut pas qu'on ait peur de perdre le pouvoir. Même si on va le perdre dignement et dans la droiture, dans le programme sur lequel les gens nous ont élus. Et c'est en cela que je vous demande la fermeté. Voilà. Donc, je suis avec vous, mais je veux que vous soyez avec nous, que nous soyons ensemble. Voilà, que nous soyons ensemble pour mettre, comme je dis, maintenir ce pays sur les rails. Parce que le président Roch va passer. Nous, on a dit, quand on venait au pouvoir, on ne veut plus des monarques qui s'asseyent à vie au pouvoir. Donc, le président Roch va passer. D'autres personnes vont passer. C'est cet héritage-là. On a le devoir de donner aux générations futures un pays en voie, un pays qui marche, comme l'a dit le Premier ministre. C'est pour cela, effectivement, je demande à tout le monde de faire écho, vraiment, là où ils sont, de ce que le Premier ministre a dit, l'union sacrée pour le bien de tous. Si le pays est bon, c'est bon pour nous tous. S'il n'est pas bon, ce ne serait pas bon pour nous tous. On a un seul pays. Je vous remercie. J'allais vous arrêter dans tous les cas. Il reste 15 secondes. Ok, je peux donner ça au PJRN, hein, comme c'est le plus petit groupe parlementaire. Le MPP vous fait cadeau de 10 secondes. Ah, c'est fini. C'est fini.
Vous n'avez pas su. Non, vous avez bavardé pendant 15 Nous sommes au terme de des différentes interventions. Merci, mesdames et messieurs les députés. Nous allons observer à nouveau une suspension. Une suspension d'1 heure. Monsieur le Premier ministre, où vous avez besoin de moins d'1 heure? 1 heure, ça vous va? D'accord. Donc, nous allons observer une suspension d'1 heure, le temps pour le Premier ministre de rassembler les éléments de réponse aux questions posées. Il est 18 heures. La séance reprend à 19 heures. La séance est suspendue pour 1 heure. Voilà, pour une séance donc, qui a repris ici autour de 16h05. Le Premier ministre donc, a pris note des différentes préoccupations qui lui ont été soumises par les différents groupes parlementaires. Et comme vous venez d'entendre le président de l'Assemblée nationale, la reprise, ça sera pour 19h, puisqu'on va observer une suspension d'1 heure donc, pour permettre au chef de gouvernement de se faire assister par les membres de son équipe, par quelques ministres, donc, pour préparer les questions et les réponses qu'il viendra donc donner aux différents groupes parlementaires. Draman Datian, je pense qu'on va peut-être revenir un peu sur comment je vais dire ça, le contenu du discours du chef du gouvernement avant donc la première pause. Vous aviez tantôt parlé du domaine de l'électricité. Voilà, au niveau des routes et des transports aussi, le Premier ministre a fait cas de plusieurs acquis donc, qui ont été engrangés en 2017. Par exemple, 2017 qui a vu le renforcement du patrimoine routier, 3 km de route de voirie à Bobo-Dioulasso pour 2,5 milliards de francs CFA, 8,68 km de voirie complémentaire de route du 11 décembre à Kaya, 50 km de voirie à Gawa lors de la précédente donc, fête nationale. On note également la réflexion de la rocade sud-ouest du boulevard Testrola. Et vous comprenez par là la voie donc, qui passe devant l'hôpital Algado. Et à tout cela s'ajoute des chantiers engagés depuis et qui, selon le chef du gouvernement, ont connu de nettes améliorations en 2017. On peut citer l'aménagement de la section urbaine de la RN4, de l'échangeur de l'Est donc, au croisement de l'avenue de la Liberté, les travaux de construction de l'échangeur du Nord, l'aménagement des voiries en pavé concernant donc la sauvegarde du patrimoine. Voilà, Draman Dadian, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre avant de revenir sur les questions? Voilà, je pense donc qu'on va observer également une suspension pour permettre donc à la station mère donc de présenter le flash de 18h. La suspension c'est pour 1 heure, on se retrouve quelques minutes bien avant pour poursuivre cette retransmission.